J'ai profité d'un post sur ma chaîne YouTube pour vous demander si l'idée de faire des théories sur Xenoblade Genesis vous intéressait. Et en moins de 24 heures, vous étiez déjà plus de 100 à avoir voté, ce qui pour ma chaîne est énorme. Et le ratio parle de lui-même. Du coup, voici ma première vidéo théorie sur Xenoblade Genesis et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Et je tiens à préciser que cette vidéo contiendra forcément des spoils sur Xenoblade 1, 2, 3 et Cross, ainsi que Xenogears et Xenosaga, puisque Tetsuya Takahashi a décidé de potentiellement raccrocher tous les wagons. Mais n'oubliez pas que ce qui fait plaisir par ici, si vous voulez que, en termes de JRPG, eh bien Xenoblade devienne le porte-étendard, eh bien ici vous avez quelqu'un de motivé, donc n'oubliez pas de vous abonner, de tabasser ce pouce vers le haut, ça donne du baume au cœur, ainsi que de commenter cette vidéo et de la partager. Merci beaucoup à ceux qui le font. Dans ma précédente vidéo analyse de Xenoblade Genesis, dont vous avez le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu, je n'ai pas parlé des informations supplémentaires données par le compte X officiel de Xenoblade JP, et l'une d'entre elles est essentielle. Certes, le monde de Xenoblade Genesis est doté de 6 soleils, mais surtout, il s'appelle Anshar, soit une divinité majeure de l'Enuma Elish, c'est-à-dire l'épopée babylonienne dans la mythologie mésopotamienne. Anshar signifie littéralement le ciel tout entier. C'est une divinité majeure dans l'Enuma Elish. Et l'idée d'être à l'intérieur d'un être vivant, c'est quelque chose de déjà vu dans Xenoblade premier du nom, avec notamment la planète Bionis et Mekonis qui s'affrontent. Donc rien de choquant de la part de Takahashi de nous replonger dans cette logique. Mais il faut avouer que le monde d'Anshar est particulier. C'est comme si nous étions enfermés dans une planète refermée sur elle-même. Et puis en poursuivant mes recherches, je suis tombé sur ça. Ce schéma n'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur une page wiki dont j'ai mis le lien dans la description. Et ce schéma représente la vision du monde durant l'épopée babylonienne. Des terres enfermées dans une sphère d'eau, dans lequel le soleil s'enferme sous terre, dans l'équivalent des enfers durant la nuit. Vous l'aurez compris, vu les similitudes qu'il y a avec le monde de Xenoblade Genesis, je me suis plongé encore plus profondément dans l'Enuma Elish. Bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire un cours sur la mythologie mésopotamienne. Je pense que sinon je vais perdre énormément de monde et en plus, ça ne servirait pas complètement ma théorie et ça n'aurait pas une grande utilité non plus pour expliquer Xenoblade Genesis qui, à mon avis, comme pour les autres œuvres de Takahashi, n'est autre qu'une inspiration d'une certaine mythologie et qui derrière ne va pas forcément coller trait pour trait. Mais quand même, je vais vous raconter au moins une histoire, celle de Marduk. En effet, dans l'épopée babylonienne, l'histoire la plus emblématique est celle de Marduk qui parvient à vaincre Tiamat, la déesse primordiale des eaux salées du chaos originel. Mais avant de raconter cette histoire, il faut comprendre que dans l'Enuma Elish, il y a plusieurs générations de dieux. Tout d'abord, la génération primordiale, avec Apsu et Tiamat. Le premier symbolise ce fameux globe d'eau douce qui enferme le monde, et la seconde fait allusion aux mers salées profondes et hostiles. Naîtra de ces deux êtres divins une nouvelle génération, celle dite cosmique. Mais alors attention, pas cosmique comme on l'entend de nos jours, mais plus l'air dans le ciel qui est piégé dans la sphère d'eau, et la terre solide qui cache les enfers, elle-même aussi piégée dans la sphère d'eau. On aura deux divinités, Anshar pour le ciel et Kishar pour la terre. S'enchaînera ensuite plusieurs générations jusqu'à celle qui nous intéresse le plus, celle des jeunes héros divins dont Marduk fait partie. Il y a beaucoup de conflits entre ces différentes générations divines, mais Marduk est particulièrement lié à Tiamat. En effet, le père de Marduk, Enki, le dieu de la sagesse et de l'érudition, a réussi à détruire Apsu, l'époux de Tiamat.
Et vous l'aurez compris, elle va vouloir se venger de ce dernier et de sa descendance. Hop, 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 hop. Vous avez dit vengeance? Ça rappelle des choses, ça. Une divinité qui se venge, c'est un peu ce qu'on nous raconte à la fin du trailer de Xenoblade Genesis. On garde ça en tête, hein. Donc, Tiamat cherche à soumettre tous les dieux babyloniens suite à la mort de son époux. Mais un seul dieu va oser s'opposer à elle. Marduk, soit le fils du meurtrier de son propre mari. Le combat est terrible et menace la disparition du monde babylonien. Mais au final, la puissance élémentaire du vent de Marduk parvint à défaire Tiamat. Ainsi, la première génération de dieux disparaît et des entrailles de Tiamat naît le cosmos. Et cette fois-ci, on parle bien de l'espace et de ses galaxies. Le monde s'ouvre en même temps que le corps de Tiamat et dévoile à tous cette immensité qu'est l'espace. Marduk devient le roi des dieux et réorganise l'ordre cosmique comme on le connaît de nos jours. Est-ce qu'à travers cette histoire, je suis en train de vous dire que dans Xenoblade Genesis, on va suivre des héros, notamment Marduk, qui va défoncer Tiamat et ouvrir cette planète et s'ouvrir au cosmos? Oui, et j'ai des preuves. Déjà, cette planète refermée sur elle-même, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, qui ressemble à la représentation faite dans la mythologie mésopotamienne. Difficile de croire qu'il n'y a pas une volonté de Takahashi de faire le lien avec l'Enuma Elish. Surtout que cette planète s'appelle Anshar. Ensuite, il y a l'épopée de Gilgamesh, très importante dans l'Enuma Elish. Ce dernier doit d'ailleurs vous rappeler Fate Stay Night, qui a un look très reconnaissable. Mais il y a quand même ce personnage dans le trailer de Genesis qui a une forte ressemblance avec ce dernier. Et qui en plus coche pas mal de points communs avec le Gilgamesh originel, comment il est décrit, c'est-à-dire ayant une carrure imposante, avec un corps parfait et une force surpassant tous les hommes. On a aussi Kingu, amant et général de Tiamat. Après la mort d'Apsu, il détient et protège les tablettes de la destinée qui prédisent l'avenir. Là encore, on a ce guerrier qui fait bloc devant quelque chose de très précieux. C'est assez troublant, surtout que la scène semble se passer dans une grotte sombre qui fait un peu penser à la planque de Tiamat qui vit dans les tréfonds. Parlons justement de Tiamat. Cette scène, avec cette créature ayant une silhouette féminine et des genres de tentacules au niveau de sa chevelure. Difficile de ne pas y voir une représentation de Tiamat, surtout qu'on est encore dans une grotte sombre avec en plus des fresques en arrière-plan qui ont l'air de mettre en évidence l'origine de ce monde. Quand on sait que Tiamat est la déesse primordiale qui a vu la création de ce monde, la concordance est plus que troublante. On termine avec Marduk. Ce personnage dans le trailer y fait beaucoup penser, car Marduk est décrit comme ayant une grande sagesse, mais aussi un rayonnement divin extrêmement puissant, lui donnant une force hors norme par rapport aux autres dieux. Mais ce n'est pas tout. Marduk est capable d'invoquer et de contrôler une créature antique appelée Mushushi. Un croisement improbable entre un dragon et un lion aux griffes acérées. Tiens, des griffes. C'est quand même difficile d'imaginer que tout ça, ce ne sont que des coïncidences. Mais tout de même, je vais être honnête avec vous. J'ai une ombre au tableau, c'est Eleanor, c'est-à-dire ce personnage principal qui nous a été montré durant tout le trailer. Eh bien, j'avoue que ce personnage-là, impossible de le rattacher à l'Enuma Elish. Mais c'est pas forcément surprenant, puisque des personnages qui sont rajoutés pour faire une vraie histoire à part entière, ça s'est vu dans plein de Xenoblade. Donc en soi, même si c'est un personnage principal, pas obligé qu'elle soit, on va dire, une référence à la mythologie mésopotamienne. En revanche, j'ai une dernière chose à vous dire qui est quand même assez troublante. Si l'on suit vraiment Marduk face à Tiamat et que ce dernier crée l'univers à partir des entrailles de Tiamat, on assistera donc à la naissance du cosmos. Chose perturbante, l'Ancien Testament,
qui est une religion monothéiste, a repris très largement des éléments de l'Enuma Elish, et surtout, elle poursuit le récit après l'idée de cosmos. Devinez quel jeu de Takahashi reprend très largement les écrits de l'Ancien Testament. Oui, Xenogears. Et pourquoi c'est important ? Dans Xenoblade Cross, pour ceux qui ont vu mon analyse du chapitre 13, je vous ai dit que cette planète, à la fin du jeu, était très importante car elle ressemble trait pour trait à celle de départ dans Xenogears. Maintenant, j'en suis persuadé, Xenoblade Genesis ne sera pas l'origin story de Xenoblade, mais bien celle de Xenogears qui aura par la suite droit à son remake estampillé de la licence Xenoblade. Un grand merci à ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout en entier et merci à ceux qui mettront un pouce vers le haut car honnêtement, si vous avez été convaincu par cette théorie, merci de mettre un pouce vers le haut, de l'éclater ce pouce vers le haut et de partager cette vidéo, de la diffuser au maximum pour que derrière tout le monde sache qu'il y est en train de se passer quelque chose d'exceptionnel autour de Xenoblade et que potentiellement on va vers quelque chose qui l'est tout autant. Encore merci à vous et j'ai très hâte de lire vos commentaires.